Bonjour, on est ici avec FTIA Spirou Bonjour. et Philippe Pellegrin. Bonjour. Comment avez-vous géré la pression de votre travail? Alors tout d'abord, un des éléments qui nous permet de gérer cette pression et cette charge de travail, c'est tout simplement le fait qu'on soit à 4, voire 6 avec les chefs d'administration. Ensuite, un des éléments qui vraiment nous pousse à travailler et gérer cette charge, bien que ça peut paraître comme étant un cliché, c'est aussi tout simplement cette passion qu'on a pour le MUN. Parfois, vraiment, je peux vous dire que surtout au début, quand on avait hâte et qu'on venait d'apprendre qu'on allait avoir ce rôle important, ça nous motivait en fait pour travailler. Après, bien sûr, ce n'est pas toujours comme ça. On n'était pas toujours motivé à travailler, évidemment. Mais il y a eu des moments où, étant donné qu'on se sent vraiment honoré d'avoir cette position, bah, ça nous pousse à vouloir travailler, à vouloir réaliser cet événement, surtout après avoir vu les générations précédentes pendant des années et les avoir admirées. On se sent honoré. Alors, Philippe, quel est votre rôle au sein du secrétariat? Êtes-vous responsable de tâches précises? Si oui, lesquelles? Alors, Eftichia et moi-même, nous sommes responsables de la gestion de l'Assemblée générale pendant les jours de la simulation. Donc, c'est comme les comités, mais en plus grand, où il y a les comités qu'on surnomme les comités de l'Assemblée générale qui se regroupent et on revote d'une certaine façon leurs résolutions qu'ils ont déjà approuvées dans leur comité. Et Eftichia et moi, nous aidons la procédure. Après, chaque membre du secrétariat a la même tâche de travail. On a tous travaillé, je pense, de façon équitable sur le projet. On a tous apporté un effort. Chacun a apporté sa spécialisation. Et dans la simulation elle-même, chacun veille à ce que la simulation soit de qualité. Quels critères avez-vous utilisés pour évaluer les study guides rédigés par les présidents et quels retours avez-vous fournis pour pouvoir améliorer leur travail? Je pense pour répondre à cette question, il faut d'abord bien définir pourquoi on écrit les study guides. Les study guides ils sont écrits pour les délégués pour bien appréhender et comprendre le sujet. Donc toutes les remarques qu'on effectue suite à l'écriture des sujets, c'est vraiment envers ce sens. Mieux définir, fournir plus d'informations, plus précises. Peut-être ils ont loupé quelque chose dans leur recherche, ça arrive, mais ça n'arrive pas tout le temps. Ensuite, bien sûr, s'il y a des fautes de frappe, d'orthographe, mais ça c'est la moindre des choses. Surtout que les délégués puissent comprendre de quoi le sujet s'agit et quels sont les enjeux autour de ce sujet et par rapport à leur pays. Donc les conseils qu'on fournit vont toujours dans ce sens. Quelles sont les principales responsabilités d'un président de l'Assemblée générale? Alors tout d'abord, comme l'indique tout simplement le nom du rôle, il s'agit de gérer les débats de l'Assemblée générale avec Philippe Pellegrin. Tous les deux on fait ça ensemble, on se partage les tâches. Et puis, étant donné qu'on est en fait une équipe et qu'il y a énormément de tâches à effectuer, que ce soit des fiches d'inscription, tout ce que vous pouvez vous imaginer, bah, tout simplement on se partage de manière égale les tâches et on doit tous faire un peu de tout au final, peu importe quel rôle des quatre on a. Comment envisagez-vous promouvoir la collaboration et la coopération entre les différentes délégations représentées dans la simulation? Alors, il y a une raison pourquoi on fait les Nations Unies et pourquoi on est toujours très attaché à cette modélisation qu'on effectue. C'est tout simplement voir pourquoi les États quelquefois se rapprochent et pourquoi quelquefois ils décident de s'éloigner. Mais nous, l'essentiel, c'est de trouver les points d'appui, les points où ils pourront coopérer pour le bien de toute l'humanité et pour le monde. Donc les délégations, en réalité, c'est ça qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas, et au moins c'est ce qu'il faut se rendre compte pour les comités, ils ne doivent pas chercher des points de discorde. L'intérêt, c'est le monde. Et donc, ils doivent trouver des points d'appui communs. Comment avez-vous approché la correction des study guides pour assurer la pertinence des sujets et la qualité des informations fournies aux délégués? Alors, tout d'abord, un des éléments essentiels, c'est d'aider les présidents à rédiger les study guides étape par étape. Ils ne vont bien sûr pas plonger dans la rédaction
dès le départ. Ils vont d'abord en fait trouver les parties, les titres et les sous-titres de leur study guide en ayant fait des recherches. On va les valider parfois en corrigeant ou en rajoutant des choses, mais honnêtement, ils ont fait de telles recherches que leur travail était remarquable. Et c'est à partir de là qu'ils vont étape par étape rédiger certaines parties, puis d'autres, et donc en faisant ça de manière progressive afin qu'on puisse les aider et qu'ils comprennent mieux ce qu'ils rédigent et donc que les délégués à leur tour comprennent le sujet aussi. Pouvez-vous partager des exemples de moments où vous avez dû prendre des décisions difficiles en tant que secrétaire général et expliquer votre processus de prise de décision? Je pense que chaque décision qu'on a prise avait une importance et que chaque décision qu'on allait prendre allait impacter l'expérience des délégués dans le MUN. Après, s'il y a des choix plus difficiles qu'on a effectués, je pense cette année particulièrement pour le programme. La première journée est assez rude pour les délégués, mais comme un secrétariat l'aurait fait, on s'est adapté aux contraintes que certains nous ont imposées. Ensuite, bien sûr, le recrutement de l'état-major, des chefs de l'administration, même des chefs de la presse-sim, veulent vraiment un esprit critique, une évaluation d'amis quelquefois, où il faut rester complètement objectif pour trouver la personne qui correspond au mieux à cette tâche. Je pense que ces deux exemples, le programme et au final la formation d'une équipe, sont les choix les plus difficiles à effectuer. Comment vous prépariez-vous à présider des réunions impliquant des membres aux opinions divergentes? Alors, le fait qu'il y ait des opinions divergentes, c'est justement ce qui rend les débats intéressants, ce qui donne une certaine intensité au débat, mais comme vous l'avez dit, il faut savoir gérer ces opinions divergentes. Et en fait, tout simplement, comme le prévoit le règlement de la procédure de l'Assemblée générale, tout discours qui a lieu, on peut intervenir, ou on doit même intervenir. Par exemple, lorsque un délégué va présenter sa résolution et que les autres délégués vont pouvoir lui poser des questions. Ils ne vont pas le faire directement. On va d'abord, en tant que président de l'Assemblée générale, demander à la personne qui présente si il ou elle est ouvert à des questions. Et s'ils acceptent, c'est à ce moment-là qu'on va donner la parole à l'autre délégué pour qu'il pose sa question. Donc en fait, on est toujours au milieu et toute question, toute remarque passe par nous d'abord, ce qui permet en fait d'éviter les conflits. Pouvez-vous nous décrire votre expérience antérieure en matière de vice-président de l'Assemblée générale? Alors, ma première année au LFH-MUN, c'était en 2021. J'étais le représentant des États-Unis dans le comité du G20. C'était une expérience très enrichissante. Et j'ai même une nostalgie de cette période parce que j'ai toujours aimé être délégué et plus parler. Ensuite, la deuxième année et actuellement, j'ai plus eu des fonctions de conseiller, d'orientation, d'organisateur. Et il y a un peu cette vivacité du débat que j'ai perdu. Mais en somme, j'ai à dire, l'important pour moi, c'était de perdurer ce que représente le FHMUN et au final de voir le sourire des délégués à la fin du FHMUN. Quelle stratégie mettriez-vous en place pour assurer une participation active et équilibrée de tous les membres lors des réunions? Alors en général, ce que j'aime beaucoup faire personnellement, c'est tout simplement rappeler aux délégués que nous aussi on a été à leur place et qu'on comprend qu'ils stressent. Parce que moi, quand j'ai participé à mon premier MUN, j'étais quand même stressée et je savais pas trop comment m'y prendre. Et je savais que ça me rassurait lorsque les présidents ils venaient vers nous pour nous dire que c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, parfois, les délégués qui ne participent pas, si on voit qu'au bout du deuxième jour ou même troisième, ils ne participent pas, on peut même parfois leur envoyer de petits mots où on les encourage à participer. Mais voilà, en général, on fait de notre mieux afin de créer une ambiance où ils se sentent à l'aise et où ils peuvent exprimer leur avis et participer. Pouvez-vous nous parler de la gestion de votre webinaire? Sur quoi portait-il? Alors, cette année, on a eu l'idée d'organiser des webinaires pour aider les délégués.
surtout les délégués qui n'avaient pas d'expérience dans le LFH-MUN. Certains d'entre eux, surtout ceux des lycées étrangers, avaient une expérience antérieure à des simulations type Nations Unies, mais on s'est rendu compte que beaucoup de délégués du LFHED n'avaient pas d'expérience antérieure. Et nous, comme on voulait produire une simulation de qualité avec des débats forts et intéressants, on a décidé de créer les webinaires. Donc il y en avait deux. Le premier, c'était sur une explication de l'écriture d'une résolution et quelle recherche un délégué doit faire par rapport à son pays. Et un deuxième webinaire par rapport à la posture orale que doit avoir un délégué pendant les périodes de débat. Donc moi, j'ai organisé et présidé la première réunion. J'ai expliqué vite fait qu'est-ce que sont les Nations Unies, quels sont leurs buts, pourquoi tous ces pays se réunissent. Ensuite, je suis allé dans le détail, qu'est-ce qu'il faut rechercher comme délégué, à quoi il faut viser, quel site il faut utiliser pour ses sources et ses recherches. Et ensuite, plus généralement, comment écrire une résolution. Ce qui m'a l'air intéressant de faire, puisque maintenant je viens de passer dans les comités, il y a beaucoup de délégués qui ont déjà écrit leur résolution. Et c'est ça qui est très encourageant pour nous. Ça veut dire qu'ils ont appliqué nos conseils, qu'ils ont voulu essayer par eux-mêmes et qu'ils ne sont pas restés dans une peur de « Ah, ce que je vais écrire ne va pas être bon ». Ils ont essayé, c'est ça l'essentiel. Quelles sont les compétences clés que vous apporteriez en tant que président de l'Assemblée générale? Alors je pense que tout d'abord, c'est ma capacité de convaincre autrui qui est importante. Parfois, lorsqu'on n'est pas sûr d'une certaine décision, j'essaye de voir la réponse logique, de voir comment quelque chose va être appliqué dans le futur, ce que ça va donner comme résultat. Et donc de manière logique et en étant active, de convaincre les autres membres, sans bien sûr imposer mon avis. Et puis après, je trouve que je suis aussi assez organisée, mais ça c'est pareil pour tous les membres du secrétariat, on est tous organisés, ce qui nous permet d'avancer rapidement. Selon vous, quelles sont les responsabilités clés d'un vice-président de l'Assemblée générale? Alors, par rapport au plan du secrétariat, le plus important c'est d'être organisé et efficace. Peut-être on a 1 an pour organiser le LFH-MUN, mais il faut le faire en fait. Et quand on est par exemple en janvier, on est tous comme ça. Ah, on doit faire un MUN. Et on se dit, mais comment on va faire ce truc? Mais on a prouvé aujourd'hui qu'on a pu le faire. Ensuite, comme vice-président, il faut avoir, je pense, un peu d'expérience comme président de comité. Et ensuite, il faut être assez interactif, guider les délégués dans leurs réponses, si on peut, et surtout faire surgir tout l'intérêt que portent les sujets. Pouvez-vous décrire votre expérience antérieure en tant que membre du secrétariat? Alors ma première rencontre avec le LFH-MUN, c'était en tant qu'admin, quand j'étais au collège. Donc j'avais la chance d'observer les débats. Ça m'a directement paru assez intéressant. Après bon, je vais pas mentir, on est tous un peu exploités quand on est admin, donc c'était aussi mon cas. Et puis après, mes 2 prochaines participations, c'était en tant que déléguée. La première, je m'en souviens, j'avais un peu peur de participer. J'avais la chance d'avoir des présidents qui m'encourageaient. Et la dernière année, j'ai participé beaucoup plus. Et en fait, c'est étape par étape que j'ai compris la valeur du MUN. J'ai mis du temps à la comprendre parce que voilà, la première fois, j'avais un peu peur. Ensuite, j'avais un peu moins peur jusqu'à ce que j'arrive au point où je me sentais à l'aise et où je pouvais me rendre compte de manière objective de ce que le LFH-MUN pouvait m'offrir. Une dernière petite question. Comment traiteriez-vous une situation où un membre de l'Assemblée enfreint les règles de procédure ou adopte un comportement perturbateur? Alors, si on suit le protocole à la lettre, normalement, il faut appeler un membre de l'équipe de sécurité pour demander à ce cher délégué de se calmer. Mais a priori, ça c'est pour les cas extrêmes. On va juste peut-être passer un message au délégué et lui dire « Est-ce que tu veux un peu te calmer? Tu sais, c'est bien pour les autres. » Et après, si un délégué vraiment est un élément perturbateur aigu pour toute la simulation,
là je pense que l'équipe de sécurité a bien sa place. Est-ce que vous avez peut-être un petit dernier mot à nous dire pour clore cette interview? Pour les générations futures, il faut continuer, il faut encore plus améliorer le MUN et il faut surtout pas revenir en arrière. Merci.